Merci pour votre présence. Je suis Pauline Laforie, je suis responsable du service social de l'association Valentin Huy. Et donc, j'aurai plaisir tout à l'heure à vous décliner, à vous présenter les droits principaux, les différents droits auxquels peuvent prétendre les personnes en situation de handicap visuel. Voilà. Julien, je te laisse te présenter brièvement. D'accord. C'est bon. Donc c'est moi qui active mon micro, d'accord. Ok. Bonjour, Julien Sechéron. Donc je suis administrateur à l'association Valentin Oui, malvoyant depuis une dizaine d'années, et je vous ferai un petit témoignage sur l'accessibilité à ces différents droits et autres. Merci. Donc moi, je suis Martine Routon, je suis également administratrice et vice-présidente chargée de la sensibilisation. Donc c'est pourquoi vous nous trouvez ensemble dans cet événement. Donc moi, je suis investie dans la défense des droits des personnes déficientes visuelles depuis plus de 40 ans, parce que j'étais orthoptiste engagée pour la réadaptation fonctionnelle des personnes qui étaient confrontées à une basse vision. Aujourd'hui, on a pris le parti de vous présenter de toute façon notre association pour que vous la connaissiez mieux. Mais rassurez-vous, c'est une présentation très simplifiée. Donc l'association Valentin Oui est par définition une association vision et handicap. Et elle est dédiée à toutes les personnes handicapées visuelles. C'est un acteur historique de l'aide à ces personnes aveugles et malvoyantes depuis plus de 135 ans. Et elle vit de la générosité du public. Et j'en profite là pour remercier tous ceux qui, parmi vous, nous soutiennent parce qu'ils nous permettent d'agir, et tous ceux qui envisageraient de nous soutenir dans les années qui viennent. Donc, les principaux objectifs que nous avons, c'est tout d'abord la défense des droits et leur préservation pour une vie citoyenne accomplie. C'est aussi défendre une inclusion de qualité qui corresponde réellement aux besoins et aux attentes des personnes déficientes visuelles et non pas des ajustements comme on peut voir dans certains collèges pour nos enfants. C'est la lutte contre la perte de chance avec son investissement pour l'autonomie, le travail, la reconversion au travail. Et c'est aussi dans notre objectif la prévention de la perte d'autonomie, de la dépendance et surtout de la santé mentale et physique, puisque beaucoup de chutes chez nos personnes déficientes visuelles, beaucoup de dépression, et pour les personnes âgées, les troubles cognitifs sont bien majorés. Donc, nous nous adressons aux personnes confrontées aux troubles profonds de la vision, ceux qui sont en situation de cécité et ceux qui sont en situation de malvoyance, et ce, quel que soit le degré. Et je nommerai toutes les grandes maladies pourvoyeuses. Vous avez la DMLA actuellement au hit parade, c'est la première qui nous amène, hélas, des complications visuelles, le glaucome, la rétinite pigmentaire, le syndrome de la myopie forte, la rétinopathie diabétique, sans oublier toutes les maladies cécitantes et qui sont généralement des maladies rares. Et vous avez des centres de maladies rares qui existent maintenant et qui fonctionnent très bien. Elle fonctionne grâce à ses 3300 bénévoles et près de 560 salariés. Son siège, il est à Paris, rue du Roc, et c'est là que nous sommes ce soir. Et elle est implantée, mais sur tout le territoire. Elle gère 19 établissements médico-sociaux et des services. Donc voici, pour être un petit peu pragmatique, une présentation de nos différents pôles. Notre pôle associatif, avec 123 implantations sur le territoire. On les nomme comités, antennes, correspondances, selon leur degré d'action. Et ils sont au contact direct avec nos bénéficiaires. Et ils s'appuient pour une grande majorité, sur des bénévoles. Et ils sont particulièrement investis dans tout ce qui est instance politique, municipale, départementale, régionale, et contre la lutte contre l'isolement par leurs activités qu'ils proposent à leurs bénéficiaires. Et là, que nos présidents, s'il y en a, et nos représentants bénévoles, je tiens à les remercier au nom de vous tous.
Notre pôle médico-social, c'est 19 établissements médico-sociaux que nous gérons. Et là, on a différentes orientations, l'accompagnement et l'adaptation fonctionnelle pour le soutien de l'autonomie, avec une structure très récente, une plateforme d'accueil et de coordination et d'orientation qu'on appelle la PACO, et que nous avons créée et que nous gérons conjointement avec l'hôpital national des 15-20. C'est une action innovante et il entre ce centre dans, dans un institut de réadaptation visuelle qui a permis, pour la première fois en France d'ailleurs, d'associer des réponses sanitaires et des réponses médico-sociales dans les mêmes lieux pour favoriser un parcours global à la personne. On a aussi nos services d'accompagnement à la vie sociale pour les déficients visuels et nos services d'accompagnement pour les adultes handicapés, ce qu'on appelle des SAMSA et des SAVS. On est fort impliqué dans l'ouverture au monde du travail avec nos ESAT, nos entreprises adaptées, notre établissement de formation et conversion qui est le SRP, et nous avons aussi nous assurons la gestion de nos foyers logements. On a à Duroc, donc à Paris, des services experts. Nos services accessibilité physique des ERP, le numérique, les culturels, notre médiathèque avec ses livres en braille, qui a 20 000 titres à disposition des uns et des autres et 70 000 titres vocalisés, avec un e-service qu'on appelle EOL et que certains doivent connaître parmi vous. Nous avons un service de transcription, un service de matériel spécialisé, avec une boutique sur Paris, mais différentes boutiques implantées dans les comités départementaux en règle générale, et des points de présentation de matériel dans nos autres comités. Nous avons un centre d'évaluation et de recherche sur les technologies sur le matériel qui correspond aux besoins des personnes aveugles et malvoyantes, qui s'appelle le CERTAM, et vous trouvez des tests de matériel faits là-dessus. Et nous avons notre service social et juridique qui est animé par Pauline. Et puis, on n'oubliera pas notre pôle communication parce que c'est un atout important avec toutes les actions de sensibilisation et de formation que nous pouvons assurer, même des formations qualifiantes qui rentrent dans le protocole Calliope. Nous éditons des brochures et ces brochures sont des véritables sources d'information. Elles présentent l'association, certes, mais aussi on a un petit guide pour ouvrir les yeux sur les personnes aveugles et les personnes malvoyantes, un guide sur les maladies oculaires, un guide qui vous aide à trouver comment bien choisir votre aide visuelle. Et il y a eu quelques années un ouvrage qui est sorti et qui est merveilleux pour ceux qui s'intéressent à la malvoyance, qui s'appelle Quand la malvoyance s'installe, dans lequel nous avons été fort actifs. Et bien sûr, nous n'oublions pas notre site internet où vous trouverez 1001 renseignements. Donc, dernièrement, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux apparaître de nouvelles présentations. Donc, on est en pleine évolution. Et une petite newsletter est née il y a 15 jours, 3 semaines. Elle s'appelle Regard croisé et je la trouve vraiment très intéressante pour vous. Maintenant, la défense des droits, c'est notre priorité. Pas plus tard que la semaine passée, nous étions à la Fédération des CRT qui sont là pour le maintien à domicile des personnes âgées. On est vraiment fort actif et fort présent dans toutes ces structures. Et nous étions à la CNSA pour la défense des droits à l'autonomie. Donc, merci à Sylvain Nivard, notre président, pour son engagement sans faille. Et merci aussi à tous les bénévoles qui participent aux différentes commissions. Et je n'oublie pas l'équipe de plaidoyer tout le monde fait un travail remarquable pour défendre vos droits et nous continuons. Donc, vous pouvez compter sur nous, mais nous aimerions bien compter sur vous. Et là, c'est un appel à bénévoles que je me permets de faire ce soir. Et merci à tous ceux qui s'impliquent pour la défense de vos droits. Et donc, je vais laisser la parole à Julien, qui va nous brosser un petit peu son parcours
et surtout comment il a pu être aidé et secondé par notre service social. Bonjour à tous. Euh, donc, on va dire, Martine, moi, c'est pour effectuer en fait un témoignage ce soir. Moi, je suis atteint d'une maladie rare depuis à peu près une douzaine d'années qui s'appelle NOHL, c'est neuropathie optique irrégulière de Leber. C'est une perte de vision couleur en moins de 3 mois. C'est une maladie très rare, hein. 500 nouveaux cas et 500 nouveaux dans le monde et 500 nouveaux cas en France. Mais ça fait partie de toutes ces maladies qu'on a pu vous citer. Et quand moi ça m'est arrivé, j'avais à peu près 37 ans, mais ça peut arriver de toutes ces maladies entre 7 ans et 95 ans, etc. Et quand on devient malvoyant, handicapé ou pour cécité totale aussi, non-voyant, en fait, on est complètement perdu parce que ben, soit on va perdre son boulot, soit on est à la retraite et on ne sait pas c'est quoi ses droits, soit on va être à la retraite et on ne sait pas, soit on est en scolarité et il reste toute la vie devant soi, mais quand même on est dépourvu parce que on a une grande perte d'autonomie ou quasi-totalité de perte d'autonomie. Et donc, en fait, l'association Valentin Oui est là pour nous aider. Et moi, je vous avoue que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, être malvoyant. J'ai très bien compris, hein, c'est que on peut plus aller retirer à la banque. On a peur de perdre son boulot. On peut plus se voir dans la glace. On peut plus conduire. Euh, on peut plus écrire un papier. On peut plus aller sur Internet. Les réseaux sociaux, c'est fini. Le téléphone, c'est fini, etc. Et donc tout ça, ça a un impact dans la vie. Et comment on fait en fait pour essayer de retrouver cette autonomie? Oui, il y a la chirurgie qui peut exister parfois, ophtalmologique. Oui, il y a certaines euh, génies génétiques qui peuvent arriver pour essayer de retrouver la vue, des couleurs, de la vision. Mais parfois on reste bloqué et dans la capacité de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme l'a dit Martine, effectivement, il y a un ancrage territorial à travers toute la France de l'AVH. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu le découvrir. C'est qu'en fait, ben, je comprenais rien à mes droits parce que, à part comprendre, et encore, il a fallu du temps pour que je me dise que je suis handicapé, parce qu'on met un peu de temps à le comprendre et à vouloir le dire, ou à dire aux gens je suis malvoyant quand on se pompe dans la rue ou quand on va acheter du citron et qu'on arrive avec des oranges chez soi. Et donc ça, en fait, est assez compliqué. Et à part le H de handicap, après, on comprend rien. On me parle de MDPH avec des PCH et l'AAH. Donc là, vous avez rien compris ce que j'ai dit. C'est normal. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment s'adresser. Et en fait, l'assistante sociale, qui sont là aussi, les aides juridiques, ben, vont voir notre cas, étudier les cas un par un et voir comment on peut faire avancer un dossier. Et donc, c'est l'assistante sociale qui va nous aider, et juridique aussi, à monter le dossier au niveau de la MDPH. Donc, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Comme son nom l'indique, c'est départemental. Donc, dans chaque département, ils ont des critères qui ne sont pas les mêmes aussi. Ça, il faut le savoir. Et après, à partir de ça, on va pouvoir monter un dossier. Donc, en fonction de l'âge, si on a un boulot ou pas, on va avoir l'âge qui m'aide en fait à un handicap. Si on a un boulot, on n'y a pas droit. Après, on peut avoir droit à une aide aussi pour nous aider dans les gestes de tous les jours, pour nous aider aussi pour une aide ménagère ou autre. Les aides après au transport, mais qui sont différentes des départements. Et en fait, tous ces dossiers à faire, ben, forcément, on est malvoyant ou non-voyant pour aller sur Internet, monter un dossier, même les personnes qui sont les aidants, et je pense qu'il y en a dans l'Assemblée, c'est très très compliqué à comprendre, ça énerve un petit peu tout le monde, ou la personne handicapée, ou l'aidant qui veut bien faire, mais on se plante, avec aussi, il faut le dire, des délais d'attente qui sont extrêmement, extrêmement longs. Et effectivement, des fois, on va céder, on va dire, ben, je vais acheter une loupe parce que ben, j'en ai besoin. Et la réponse, ça va être, mais si vous avez pu acheter une loupe, ben, c'est bon, on va pas vous la rembourser parce que vous aviez l'argent. Ben non, c'est avec de l'urgence aussi. Ils sont aussi en train de s'adapter aussi là-dessus. Et tout ça, on ne le sait pas. Et c'est pour ça que ben voilà, l'association Valentin Oui, au-delà de tout ce qu'elle peut faire aussi dans tout ce que vous a cité Martine, a vraiment en fait ce point d'orgue pour aider l'ensemble des non-voyants, des malvoyants, à pouvoir essayer de retrouver l'autonomie,
de la dignité et les aider dans tout ce qui est l'aide juridique et sociale. Et Dieu sait que c'est un millefeuille en France, tout le monde le sait, mais quand ça vous arrive, c'est très, très, très pénible, en fait. Voilà. Donc, voilà, en fait, en 2 mots, en fait, mon parcours et pourquoi je voulais témoigner ce soir, c'est parce que, bah, voilà, il faut pas hésiter à pousser la porte. Il y a des bénévoles, il y a des centres, médico-sociaux, à travers la France. Il y a des institutions, Mission Saint-Louis, à Paris, mais pas que, il y en a à Carcassonne et cetera, à travers la France. Et il faut n'hésitez pas à pousser la porte, que vous soyez, pardon, aidant, que vous soyez handicapé. Il ne faut pas avoir peur du mot, hein, que ce soit malvoyant ou non-voyant, pour vous faire aider dans ces démarches qui sont parfois longues, très fatigantes, très usantes pour l'ensemble des personnes. Mais après, une fois qu'on est aidé et bah, qu'on peut ne serait-ce que recevoir de l'argent, parce que bah, souvent, ceux qui ont un boulot bah, perdent le boulot, ceux qui sont proches de la retraite bah, n'ont pas droit à tout ce qu'on pourrait avoir droit, ou certains qui sont proches de la retraite ben, vont savoir qu'on peut être aussi handicapé, retraité un peu plus tôt. Voilà, il y a tout ça à comprendre, tout ça aussi à voir avec les jeunes qui veulent rentrer dans la vie ouais, professionnelle. Ils peuvent avoir aussi des aides avec des centres spécialisés pour les aider, avec aussi des aides bah, d'autonomie, de formation forcément professionnelle, mais aussi financière. Et donc c'est pour ça qu'on voulait en fait témoigner par rapport à ce webinar. Euh, J'espère avoir été clair pour tout le monde et je pense qu'il y aura des chats, Euh, des questions ou autres. Merci Julien, c'est vraiment un témoignage important que de dire qu'il faut savoir demander de l'aide et surtout d'être bien accompagné. Donc on va laisser Pauline nous brosser un petit peu les droits d'une façon un peu généraliste, hein. Elle ne traite pas de cas particuliers ce soir et je la remercie pour le travail qu'elle vous a proposé. Voilà, bah merci Martine. Donc je suis Pauline, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour me présenter, donc je suis de métier conseillère en économie sociale et familiale. Voilà, en ce 17 mars qui sonne la journée du travail social, c'est important de parler des diplômes du travail social également, puisque le secteur social traverse une crise tout de même. Donc voilà, des futurs recrues du social se cachent peut-être parmi vous. Voilà, et donc je suis responsable du service social au sein de l'association Valentin Huy. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord qui est l'équipe du service et dans un deuxième temps, enfin qui est l'équipe, quelles sont nos missions et dans un deuxième temps, je déclinerai les droits principaux, voilà, liés à la déficience visuelle. Au niveau de notre équipe au service social, donc nous sommes une équipe à la fois de salariés mais aussi de bénévoles. Donc, nous avons une secrétaire dans l'équipe. Nous sommes 4 travailleuses sociales, dont 2 assistantes de service social et 2 conseillères en économie sociale familiale. Nous avons également la chance d'avoir une psychologue dans l'équipe qui est là une journée par mois. Nous travaillons aussi avec une juriste et l'équipe bénévole se compose de 6 personnes qui donnent de leur temps une demi-journée par semaine à tour de rôle pour assurer une permanence d'écrivain public. Donc tout simplement pour permettre de lire des courriers, rédiger des courriers. Je vous en parlerai juste après. Donc nous nous situons au sein du siège de l'association à Paris, donc au métro du Roc sur la ligne 13 ou la ligne 10. Voilà. Nous avons mis toutes les coordonnées dans la slide suivante. Alors, ça sera sur la prochaine. Vous aurez toutes nos coordonnées qui seront écrites. Au niveau de nos missions, donc l'objectif de notre service, c'est avant tout de défendre et de faire valoir les droits des personnes en situation de handicap visuel et donc de tout faire pour que leurs intérêts soient respectés. Donc nous avons, étant donné la composition de notre équipe, nous avons 3 types de réponses. Une réponse sociale, une réponse psychologique et une réponse juridique. Au niveau de la réponse sociale, nous assurons donc 2 niveaux de réponse. Tous les jours par téléphone, on vous accueille pour obtenir des renseignements de premier niveau.
Voilà, donc c'est ouvert à toute personne. Et dans un deuxième niveau de réponse, on propose aussi de vous recevoir sur rendez-vous au siège dans nos locaux. Donc les travailleuses sociales peuvent vous accompagner, voilà, pour justement vous accueillir, vous écouter, comprendre votre parcours, votre besoin à l'instant où vous nous rencontrez, et vous proposer des pistes d'amélioration, et en tout cas de connaître les dispositifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer à ce moment de votre vie. Voilà, donc nous renseignons toutes les personnes sans distinction d'âge, sans distinction de domicile. Donc c'est la particularité, c'est un service social dit national. Voilà, nous pouvons également nous pouvons vous accompagner sur l'ouverture de vos droits liés à votre handicap visuel, hein, bien sûr. Et nous avons également une de nos travailleuses sociales qui est référente des démarches liées au logement dans son ensemble. Donc l'accès à un logement, se maintenir dans un logement s'il y avait un risque d'expulsion, par exemple. Et elle propose aussi de l'aide à la gestion budgétaire. Voilà. Selon les besoins, on a ces réponses-là au niveau social. Au niveau juridique, notre juriste peut conseiller et apporter une expertise juridique en matière de droits liés au handicap, de droit du handicap. Alors, elle ne reçoit pas physiquement en rendez-vous, elle est joignable par téléphone ou par mail par l'intermédiaire de notre secrétariat. Et puis, donc, la réponse de notre psychologue, elle assure une permanence sur rendez-vous, donc une journée par mois. Les rendez-vous se prennent également auprès de notre secrétariat, et donc elle propose un espace de parole qui est confidentiel, qui permet de soutenir la personne à un moment T, à une période difficile, et notamment lors de l'apparition ou de l'évolution de sa déficience visuelle. Voilà, donc elle intervient uniquement ponctuellement, elle ne va pas assurer de suivi sur du long terme, et elle orientera ensuite vers des confrères ou des consoeurs en cas de besoin plus soutenu. Et donc notre équipe de bénévoles dont je vous parlais tout à l'heure, qui assure quotidiennement, donc du lundi au vendredi, cette permanence d'écrivain public, qui permet de rédiger une correspondance privée, de classer ses papiers, d'effectuer une démarche en ligne. Voilà, c'est vraiment un soutien dans les démarches administratives. Donc la prise de rendez-vous se fait également par le secrétariat du service social. Voilà, le service social est également régit également l'accès à des prêts qui sont dispensés par le Fonds central de solidarité, qui est un fonds interne à l'association, qui a été créé et qui est géré par l'association Valentin Huy, qui permet d'aider financièrement des personnes qui sont aveugles ou malvoyantes, dont un taux d'incapacité a été reconnu par la MDPH comme étant égal ou supérieur à 50%. Donc ce dispositif permet d'accéder à un prêt sans intérêt pour une somme qui va être comprise entre 300 et 4 000 €. Et c'est dans l'objectif de lever un peu les obstacles d'accès à l'exercice d'une profession. Donc ça peut être acquérir du matériel pour son activité de kinésithérapeute, par exemple. S'il n'y a pas d'autres financements qui existent, c'est une option possible. L'acquisition de matériel spécialisé, donc ce qu'on appelle les aides techniques, pour des personnes qui ne peuvent pas relever d'aide par ailleurs. Ça peut être aussi pour financer des sessions de formation, par exemple des sessions de formation au braille, à l'informatique adaptée. C'est également possible de solliciter un prêt pour accéder à nos séjours vacances qui sont organisés par l'association. C'est également possible de solliciter le prêt pour améliorer son habitat, faire des travaux, pour le mettre en accessibilité notamment, et pour le rendre sécurisé. Également pour des frais de déménagement, les cautions sont exclues en revanche. Voilà, et dans certaines circonstances, ça peut être également pour aider à acquérir du mobilier ou de l'électroménager. Donc c'est sur constitution d'un dossier que vous faites parvenir rempli au service social, et donc il y a une commission qui se réunit pour statuer sur l'accord de ces prêts.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du service social. On vous a mis nos coordonnées, donc le téléphone et le mail générique de notre service. Alors, pour cette deuxième partie, donc sur les droits des personnes déficientes visuelles, donc tout d'abord, il est indispensable de faire reconnaître son handicap. Alors, ça se passe auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap, comme l'a dit Julien. Vous devez donc vous adresser à la MDPH du département où se trouve votre résidence principale. C'est le guichet unique, que vous soyez enfant ou adulte. C'est la MDPH désormais, enfin depuis 2005, qui est votre interlocuteur privilégié. La constitution du dossier, alors c'est pas toujours évident. C'est là aussi où on peut venir en soutien au niveau du service social. Vous devez remplir un CERFA, donc c'est un dossier unique national. Où vous devez décrire les incidences de la déficience visuelle sur votre quotidien, sur votre travail, dans votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est une partie vraiment que la personne concernée par le handicap doit remplir et signer. On peut vous accompagner aussi sur la définition de vos difficultés, les préciser, vraiment les faire remonter, parce que parfois il y a des difficultés aussi qui sont enfin, il y a quand même une forte capacité de compensation des personnes qui ont un handicap qui se déclarent. Donc, c'est pas toujours évident de voir où se trouve l'impact du handicap. Donc, on aide aussi en ce sens. Vous devez également produire un certificat médical qui est un CERFA national aussi, un CERFA unique, qui doit être rempli par le médecin traitant de la personne ou par un spécialiste. Et dans le cas donc d'une déficience visuelle, il y a un certificat complémentaire à remplir par l'ophtalmologue qui s'appelle le volet 2, qui doit préciser la vision de loin, la vision de près et le champ visuel, qui seront donc mesurés voilà, si le résidu visuel de la personne le permet. Donc ce dossier, il permet voilà, d'ouvrir différents droits, que ce soit des prestations financières ou des orientations vers des services et des établissements médico-sociaux. Voilà, donc c'est ensuite, une fois que votre dossier est complet, qu'il est envoyé à la MDPH, c'est une commission qui s'appelle la CDAPH qui va décider de l'attribution de vos droits, qui va évaluer les besoins des personnes en situation de handicap et qui va donc déterminer le taux d'incapacité dont je parlais tout à l'heure. La commission donc attribue des droits et des prestations. Voilà, et donc les décisions et également les décisions qui concernent l'orientation et l'accompagnement des personnes. Donc cette commission, il faut savoir qu'elle est composée de plusieurs représentants du département en question. Il y a des services de l'État qui sont présents, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, également des associations de parents d'élèves. Et au moins un tiers des membres de la commission est composé de représentants d'associations de personnes handicapées et de leurs familles. Et donc, au niveau de l'association Valentin et Huy, nous sommes plusieurs représentants dans différents départements français à siéger dans cette commission, donc ce qui nous permet aussi de porter la voix des personnes déficientes visuelles dans ces instances. Alors, au niveau des reconnaissances, donc cette première catégorie, enfin cette première partie, voilà, c'est pas sur les allocations à proprement parler, ça sera la partie suivante. Là, c'est la reconnaissance du handicap. Donc, il existe donc des cartes mobilité inclusion qu'on appelle CMI. Alors, je m'excuse, il va y avoir beaucoup de sigles. C'est la spécificité du secteur médico-social. Donc voilà, les CMI sont les cartes qu'on appelait avant les cartes d'invalidité ou les cartes de priorité. Donc maintenant, elles s'appellent CMI et elles ont une mention à chaque fois, soit priorité, soit invalidité, soit stationnement. Donc les personnes en situation de handicap et les personnes âgées aussi en perte d'autonomie peuvent obtenir une CMI qui permet de faciliter certains pans de la vie quotidienne. Donc la carte, la CMI priorité est attribuée à toutes les personnes qui sont atteintes d'une incapacité, d'un taux d'incapacité qui est inférieur à 80% et dont la station debout prolongée est pénible.
Les personnes qui vont présenter un taux supérieur à 80% vont pouvoir ouvrir droit à une CMI invalidité. Et parfois, des sous-mentions sont apposées sur cette CMI invalidité, notamment la sous-mention besoin d'accompagnement pour la personne qui a besoin dans ses déplacements d'être accompagnée par une tierce personne. C'est souvent le cas pour les personnes très malvoyantes, voire ou les personnes aveugles. Et la sous-mention cécité qui permet également d'attester de la cécité de la personne. Voilà, et donc la carte suivante, la carte de stationnement qui est attribuée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit la capacité de déplacement, le périmètre de marche en fait. Donc si le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres, la personne va ouvrir droit à cette CMI stationnement et permettra donc de se stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. Et donc juste un mot sur les avantages permis par ces 3 cartes. Donc la carte de priorité permet d'avoir accès aux places assises dans les transports en commun, de passer dans les files d'attente en priorité et dans les établissements recevant du public. La carte d'invalidité a les mêmes fonctions que la carte de priorité, mais permet en plus une demi-part fiscale supplémentaire. Et permet aussi des avantages au niveau des déplacements, notamment la SNCF, la RATP pour les franciliens. Et au niveau local, voilà, il y a aussi après dans chaque municipalité ou département des avantages liés à cette carte. Et la sous-mention cécité permet aussi d'avoir des accompagnements spécifiques dans les transports en commun notamment une carte d'accompagnant gratuit en Île-de-France. Et donc la carte de stationnement, je vous l'ai dit, ça permet de se stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, aussi appelée RQTH, qui permet, elle, de bénéficier d'avantages pour trouver un emploi ou pour conserver l'emploi occupé au moment de la survenue du handicap. Les personnes qui sont considérées travailleurs handicapés sont les personnes dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite de l'altération d'une ou de plusieurs des fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Voilà, donc il existe des partenaires qui sont très importants pour les personnes qui ont obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH. Je vous les ai listés dans le support. Donc, il y a notamment l'AGFIP et la FIP, qui sont des organismes qui permettent de compenser le handicap dans l'emploi pour les salariés. L'AGFIP, c'est pour les salariés du privé. La FIP, c'est pour le secteur public, les fonctionnaires. Donc, ça permet notamment d'adapter les postes de travail et d'avoir des financements pour cette adaptation. France Travail, qui est le service public de l'emploi chargé de l'accompagnement et du suivi des demandeurs d'emploi, y compris donc des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Au sein de France Travail se trouvent les Cap Emploi, qui sont des antennes d'un réseau national chargé donc d'accompagner les travailleurs qui ont une RQTH et d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'insertion et de maintien dans l'emploi. Enfin, j'ai mis aussi dans les partenaires clés, donc les centres, les établissements et services de réadaptation professionnelle, aussi appelés ESRP, qui proposent des formations professionnelles avec des supports et des contenus qui sont adaptés. Donc, une personne qui a une RQTH peut prétendre d'intégrer un établissement, un ESRP, pour suivre une formation et envisager une reconversion professionnelle, par exemple. Et le dispositif qui s'appelle OZDV, qui est un dispositif qui est proposé par l'ESRP, donc le centre de formation Valentin Huy, qui permet d'accompagner les employeurs et les collaborateurs dans l'intégration d'une personne en situation de handicap visuel sur son poste de travail. Voilà, donc c'est aussi un partenaire important. Voilà, on arrive aux allocations et prestations. Donc, on va parler argent pour compenser le handicap. Donc, il existe pour les enfants l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé, AEEH, qui est une prestation destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Donc cette aide, elle est versée à la personne qui en assume la charge, donc généralement aux parents. Les conditions pour percevoir l'AEEH, c'est d'avoir moins de 20 ans, d'avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, donc que la MDPH va calculer, ou un taux qui est compris entre 50 et 79% dans certaines conditions. Le montant de l'AEH de base, actuellement, est de 151,80 € par mois, mais il existe des compléments. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu complexe, mais qui permettent aussi de compléter de couvrir les dépenses supplémentaires liées au handicap de l'enfant. Pour les adultes, l'allocation principale est l'allocation pour adultes handicapés, l'AAH, qui est aussi une allocation mensuelle, comme la EEH, et qui, elle, vise à assurer un revenu minimum aux adultes en situation de handicap. Les conditions, donc, c'est d'avoir au moins 20 ans et au plus 62 ans. Au-delà de 62 ans, le droit peut être maintenu dans certaines conditions. La condition numéro 2, c'est d'avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, ou compris entre 50 et 79% quand il y a une restriction d'accès à l'emploi. Tout ça, c'est la MDPH qui l'évalue aussi par rapport aux éléments qui sont fournis dans le dossier de la personne. Si la personne dit qu'elle est en difficulté pour accéder à un emploi du fait de son handicap, mais que son taux d'incapacité est inférieur à 80%, elle peut quand même ouvrir droit à l'AH du fait de cette restriction d'accès à l'emploi. Et le troisième critère, non pardon, c'est pas un critère, c'est le montant mensuel de l'AH, lui, est de 1033 € par mois. Donc c'est un minima social, voilà, qui assure ce revenu minimum. Donc pour l'AEH, pour l'AAH, la commission des droits, donc la CDAPH, évalue si les critères liés au handicap sont réunis et ensuite notifie le droit par courrier. Ensuite, c'est la CAF qui est chargée de verser ces allocations et c'est elle qui va s'assurer dans un deuxième temps, après l'accord du droit par la MDPH, la CAF va s'assurer que les conditions au niveau des revenus sont réunies, donc pour procéder ensuite au versement. Donc ça fait déjà pas mal d'interlocuteurs, hein. Donc pour rebondir sur le témoignage de Julien, c'est vrai que il faut déjà pouvoir s'y retrouver dans tout ça. Les allocations, alors il y a ensuite une allocation majeure qui est la prestation de compensation du handicap qui va compenser, comme son nom l'indique, les frais liés à la situation de handicap. Et donc, elle se décline sous 5 volets, 5 éléments. Donc, il y a tout d'abord une PCH pour couvrir les frais liés à l'aide humaine. Et donc, dans ce cas, il existe notamment 3 forfaits. Alors, il n'y a pas que des forfaits qui peuvent être attribués pour l'aide humaine, mais on va se pencher là surtout sur les 3 forfaits. Et surtout sur le forfait qui nous intéresse, entre guillemets, le plus, qui est le forfait cécité, qui est donc attribué pour les personnes qui ont une acuité visuelle inférieure à 1/20 ou avec une vision centrale qui est nulle. Voilà, donc les critères d'admission à la PCH, j'anticipe un petit peu la suite du slide, mais les critères d'admission sont donc de présenter une difficulté absolue ou 2 difficultés graves dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. C'est pas un taux d'incapacité qui va être la condition d'ouverture du droit à la PCH. C'est vraiment les difficultés dans le quotidien, concrètement, comment ça se répercute sur mon quotidien. Il faut, dans les critères aussi d'accès à la PCH, il faut résider en France de façon stable et régulière. Et la PCH doit s'effectuer avant l'âge des 60 ans, qui est un âge fatidique, après lequel nous sommes considérés comme étant des personnes âgées et plus des personnes en situation de handicap. Et donc, on est exclu de la PCH passé les 60 ans.
sauf 2 cas dérogatoires. Voilà, je pourrais y revenir si besoin. Donc au niveau des forfaits, donc on a parlé du forfait cécité. Il existe aussi un forfait pour les personnes qui ont une perte auditive importante, le forfait surdité, et un forfait surdicécité pour les personnes qui cumulent à la fois une déficience visuelle et une déficience auditive. Voilà, donc ça c'était le premier volet de la PCH qui concernait les aides humaines. Ces forfaits sont versés mensuellement et permettent à la personne de faire appel à un service d'aide à domicile ou à un aidant, quel qu'il soit, et de le rémunérer. Les aides techniques sont le deuxième volet de la PCH. Donc, on l'évoquait tout à l'heure quand je vous parlais du Fonds central de solidarité. Les aides techniques, ce sont des instruments, des équipements, des systèmes techniques adaptés qui sont spécialement conçus pour compenser une limitation d'activité. Par exemple, dans le champ de la déficience visuelle, il y a beaucoup d'aides techniques existantes. Un lecteur qui s'appelle Victor pour lire des livres audio, une loupe électronique, une balance de cuisine parlante, un monnayeur qui est un petit outil qui permet de ranger ses pièces et de pouvoir les reconnaître au toucher. Voilà, il y a beaucoup de matériel de la vie quotidienne qui peuvent rentrer dans le champ de l'aide technique et donc être financés par la PCH. L'aménagement du logement, c'est aussi un versant de la PCH qui permet de réaliser des travaux dans son domicile principal. Dans ce volet de la PCH, il y a également l'aménagement du véhicule, ce qui ne va pas forcément concerner les personnes déficientes visuelles, et les surcoûts liés au transport. Voilà, vous pouvez aussi obtenir une aide pour payer le surcoût, prendre un taxi parce que je ne peux pas me déplacer par les transports en commun, c'est inaccessible. Ça peut être pris en charge aussi au titre de la PCH. Les charges spécifiques sont un autre volet de la PCH et les aides exceptionnelles aussi. Ça va être un peu au cas par cas. Ça va être par exemple la formation, le coût de la formation lié à l'utilisation d'un logiciel informatique adapté. Voilà, il y a 2 jours de formation nécessaires pour prendre en main le logiciel. Il peut être pris en charge au titre de la PCH, aide exceptionnelle. Et enfin, le dernier volet de la PCH, c'est l'aide animalière qui permet de recevoir une certaine somme tous les mois pour l'entretien de son chien guide. Voilà, et donc concernant la PCH, ce n'est pas la CAF qui la verse, c'est le conseil départemental qui est l'organisme unique chargé de son versement. Voilà, et donc en troisième lieu, la MDPH peut orienter les personnes vers des structures médico-sociales. Donc on a parlé des reconnaissances, des allocations ou des prestations, mais il y a aussi sur les notifications MDPH la possibilité d'avoir une orientation vers une structure médico-sociale qui peuvent intervenir donc dans le parcours de la personne à un moment où il y a un besoin spécifique. Donc il existe des établissements pour les enfants déficients visuels et aussi pour les adultes. Pour les enfants, il est possible d'intégrer par exemple des instituts médico-professionnels qui proposent des soins et des dispositifs de scolarisation adaptés. Ça va s'appeler des IM-Pro. L'association Valentin EUI a un IM-Pro qui se trouve à Chimazarin en Essonne, qui propose donc cet accompagnement aux enfants. Ça peut être aussi un accompagnement à l'inclusion scolaire, donc via des services qui s'appellent des CESAD. Donc là, c'est une équipe qui intervient dans le milieu ordinaire de l'enfant pour l'accompagner sur sa scolarité. Pour les adultes, les services qui existent vont proposer un soutien dans les domaines du quotidien, l'accompagnement à la vie sociale, l'adaptation de l'environnement de la personne. Donc là, ce sont des établissements qui s'appellent des SAVS ou des SAMSA, des services d'accompagnement à la vie sociale. L'association Valentin EUI propose ces services-là au niveau national. Donc il y a 5 SAVS, si je ne me trompe pas, puisqu'on vient d'ouvrir un établissement à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et donc voilà, une reconversion professionnelle peut être également possible, je vous le disais tout à l'heure, par le biais des ESRP, des centres de formation spécialisés professionnels. L'association Valentin EUI a aussi un ESRP qui propose des formations adaptées ici à Paris.
Et donc, voilà, la personne qui est désireuse de travailler, mais qui est un petit peu éloignée de l'emploi parce que les difficultés sont bien présentes, elle peut aussi demander à travailler dans un milieu de travail adapté, donc dans ce qu'on appelle les entreprises adaptées, ou des milieux de travail protégés, notamment des ESAT. Voilà, donc ce sont également des établissements portés par l'AVH, hein, par l'association Valentin Huy, sur plusieurs régions en France, du côté de Clermont-Ferrand, de Lyon et de Nantes également, et à Paris. Voilà, et donc la personne peut aussi demander d'intégrer un foyer d'hébergement pour vraiment élire son domicile en cas de besoin d'encadrement au quotidien. Donc tout ça, ce sont des préconisations faites, des orientations faites par la MDPH que vous pouvez parfaitement solliciter via un dossier MDPH. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, les personnes déficientes visuelles peuvent se tourner vers des réponses vraiment adaptées et qui ont été adaptées à la déficience visuelle. Donc, Martine parlait tout à l'heure de l'Institut de réadaptation visuelle Saint-Louis qui a vu le jour en 2024 à Paris et qui abrite plusieurs services spécialisés dans la déficience visuelle et qui vont permettre à la personne, on va éviter en fait au maximum les ruptures de parcours et l'idée étant de guider la personne au fil de son parcours pour mieux appréhender sa déficience visuelle et donc apprendre des gestes du quotidien, réapprendre des gestes du quotidien, donc notamment via des centres donc, qu'on appelle des SMR, qui s'appelaient avant les SSR, qui sont les services médicaux de réadaptation, qui sont des services hospitaliers et qui permettent d'avoir un accompagnement personnalisé aussi avec une équipe pluridisciplinaire qui va être composée d'instructeurs en locomotion pour apprendre à se déplacer avec une canne blanche, alors un métier très particulier de la déficience visuelle, c'est AVGiste. Ce sont des professionnels de l'aide à la vie journalière qui vont vous donner aussi des astuces et des conseils pour faciliter le quotidien. Il y a également des supports et des cours pour de l'informatique adaptée, du braille et de l'ergothérapie pour adapter au maximum son lieu de vie, son environnement. Voilà, et donc il existe des opticiens qui sont spécialisés en basse vision, des orthoptistes spécialisés aussi en basse vision, notamment le CECOM qui est un centre qui permet d'évaluer individuellement les capacités, les résidus visuels des personnes et de pouvoir proposer des aides optiques adaptées à chacun. Voilà, il existe 3 centres, 3 CECOM en France, à Paris, à Lille et à Besançon. Et à Nantes maintenant. Ah, et à Nantes maintenant. Voilà, donc 4. Voilà, au niveau du périmètre et on va dire de l'environnement de la déficience visuelle. Voilà, donc le service social et l'association d'ailleurs plus largement produit beaucoup de contenus et qui sont tous à disposition sur le site de l'AVH. Alors il y a beaucoup de choses sur le site, donc il faut aussi pouvoir retrouver ces éléments, mais le service social propose des fiches simplifiées et des fiches plus détaillées sur les droits justement que je vous ai exposés là et d'autres droits. Voilà, ce soir, j'ai pas forcément le temps de rentrer plus dans le détail, mais vous trouvez des ressources sur le site de l'association. Vous trouvez également les montants des différentes prestations qui sont régulièrement mises à jour dès qu'il y a des réévaluations. Et nous avons créé une foire aux questions, des questions qui reviennent souvent, avec les réponses associées évidemment. Et toutes les informations sur le Fonds central de solidarité dont je vous ai parlé un peu plus tôt sont aussi à disposition. Merci Pauline. Voilà. Donc, on a fait un petit tour de tous ces acronymes qui sont assez horribles quand on tombe dans le milieu du handicap. Mais du coup, est-ce que nous avons des questions? Non. Non. Alors, moi, je voudrais revenir sur le Maïssa.
C'est en haut à gauche. Oui. Alors, quelle est la question de Maïssa? On va lui donner la parole. Non, c'est pas Le ouvert micro, son ouais. micro. Oui, Maïssa? Ou peut-être que Maïssa peut écrire la question dans le chat, Oui. si c'est plus fluide. Alors, moi, je voulais revenir sur le SMR parce que c'est un établissement qui est est un établissement sanitaire qui est pris en charge par l'assurance maladie. Oui, je l'ai pas dit. Et tous ces SMR sont déficients visuels. Il en existe en France, pas de façon suffisante, hein. On a à peu près 13 SMR déficients visuels sur le territoire. Et surtout, ce sont des établissements où les soins sont pris en charge par l'assurance maladie. Hein, vous y rencontrez les orthoptistes et les autres rééducateurs qui sont habituellement du secteur médico-social, mais donc ils fonctionnent en prix de journée. Et c'est ce qui est très intéressant pour les personnes de plus de 60 ans, puisqu'elles ne peuvent pas accéder au SAMSA et au SAVS. Oui, Donc, je crois que c'est important de vous le préciser. Monsieur Pradel? Oui, j'ai l'impression aussi que peut-être il y a une personne qui lève la main, Nathalie Delmas, mais je vais peut-être prendre la parole avant elle. Oui, Euh, allez-y. Que se passe-t-il quand la perte de vision se fait après 60 ans? Est-ce qu'on est pris en charge par la branche de la dépendance ou c'est d'autres aides qui sont possibles? Alors, vous pouvez bénéficier de la reconnaissance du handicap après 60 ans, Oui. mais vous n'aurez pas la possibilité d'avoir des prestations de compensation telles que vous les a présentées, Pauline. Dans certains cas, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux exceptions, et ces deux exceptions sont si vous êtes encore en activité après les 60 ans, vous restez éligible à la prestation de compensation du handicap. Ou si le handicap se... Enfin non, d'ailleurs, si le handicap se déclare après 60 ans, c'est le seul critère qui vous permet de faire valoir cette PCH. Sinon, il y a des personnes qui font une demande de PCH après 60 ans, mais qui peuvent prouver par des certificats médicaux que la déficience visuelle et que les critères d'éligibilité étaient bien présents avant 60 ans. Et en produisant ces justificatifs, on peut faire valoir la PCH après 60 ans. Mais c'est des cas voilà, très précis. Ce qui n'empêche pas, comme le disait Martine, de faire quand même une demande auprès de la MDPH pour demander une carte, par exemple, que ce soit une carte d'invalidité, de priorité ou de stationnement. Et voilà, vous pouvez aussi vous inscrire dans les structures de réadaptation et avoir un parcours adapté qui vous est proposé. Maintenant, il y a l'accès à l'APA. Pardon? L'invalidité de niveau 2 a bien été reconnue avant 60 ans. Mais c'est bizarre, c'est qu'en fait, quand on part à la retraite, tout semble disparaître dans les reconnaissances du handicap. Oui. Et c'est assez embêtant parce qu'en fait, Aujourd'hui, la politique est scindée vraiment avant et après 60 ans. Ce sont deux politiques effectivement distinctes, et c'est pas évident de faire valoir ses droits après 60 ans au niveau du handicap, effectivement. et donc j'ai vu Nathalie Mais Delmas bon, qui levait la main. pour participer à certaines réunions, on sent un petit peu une évolution des mentalités avec le vieillissement de notre population. On est obligé de s'y résoudre. Et la CNSA qui tutelle CMDPH est actuellement à travailler sur le cas des personnes âgées. Donc, je vous rassure un petit peu, c'est peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans qu'on aura les solutions, mais il y a quand même une prise de conscience qui est importante. Merci, monsieur. L'avantage fiscal, alors il y a une question dans le chat, l'avantage fiscal des services à la personne est-il cumulable avec la prestation citée? Alors, c'est une bonne question. Quand on a une prestation de compensation du handicap, on ne peut pas faire valoir de crédit d'impôt sur les aides à domicile auxquelles on fait appel.
contrairement au grand public qui n'a pas de prestation compensatoire, qui peut faire valoir un crédit d'impôt. C'est un peu particulier dans le cas d'une prise en charge financière à ce titre. Donc, c'est uniquement possible d'avoir un crédit d'impôt pour la part qui va dépasser, la part de la facture d'aide à domicile qui va dépasser le montant de la prestation versée à ce titre. Question Si suivante. je peux me L'accueil permettre, téléphonique. pardon, c'est Françoise M qui a posé la question. J'accompagne une personne qui est déficiente visuelle dans ses démarches administratives et là, les services des impôts lui sont tombés dessus en lui disant qu'elle n'y avait pas droit. Mais nous sommes d'accord, dès l'instant qu'on déduit des dépenses le montant de la prestation, elle peut tout à fait faire valoir l'avantage fiscal sur la partie qui lui reste à charge. Sur la partie qui lui reste à charge, oui. Oui, donc ça- c'est si ça- cumulable. Finalement, c'est cumulable. Sur la partie qui reste à charge, qui n'est pas prise en charge par la prestation. Mais si Oui. vous le souhaitez, on pourrait échanger. N'hésitez pas à nous faire un mail. Parce que là, on va pas forcément traiter des situations individuelles, mais n'hésitez pas à nous faire un message et puis on peut en discuter si vous voulez précisément sur cette situation. Alors, la question D'accord. suivante. Merci. L'accueil téléphonique du service social est-il aussi accessible aux travailleurs sociaux? Oui, bien sûr. Faut pas hésiter à nous contacter. On est contacté parfois par des travailleurs sociaux qui accompagnent des personnes déficientes visuelles et qui ont besoin d'être un peu aiguillés dans leur accompagnement et on est tout à fait là pour ça aussi. Je l'ai pas précisé, c'est une très bonne question. Quel est le délai pour obtenir un rendez-vous au Duroc? Alors, selon le besoin, pour un accompagnement à l'ouverture des droits, en tout cas un premier rendez-vous pour connaître ses droits spécifiquement liés au handicap, actuellement, on a un délai de 1 mois et demi. Voilà, pour avoir un rendez-vous. Peut-on intégrer un SMR après 40 années de cécité? Bien sûr. Bien sûr. C'est pas que contre-indiqué, c'est tout à fait possible. De toute façon, c'est toujours une évaluation personnalisée avant d'intégrer une structure quelle qu'elle soit. Oui. Vous serez reçu ou au moins entendu pour comprendre vos besoins et la structure vous dira si vous pouvez intégrer une rééducation. Mais ne Et vous surtout, censurez pas, faites la demande. Surtout, les besoins d'autonomie peuvent évoluer avec l'âge ou différentes Bien situations. sûr. Donc, vous serez bien accueillis dans les SMR. Alors, comment orienter les personnes malvoyantes pour tout ce qui est administratif vers l'association Valentin? Oui. Oui. Et si oui, comment être précis dans l'orientation en fonction des régions? Alors, vous avez la cartographie des comités. Donc, comme on vous le disait dans la présentation au début, il y a beaucoup d'antennes en région. Les comités proposent un accueil et une réponse aussi très adaptée. Et donc, on vous invite à consulter cette cartographie et à voir le comité le plus proche de chez vous. Et en fonction du besoin, le comité peut aussi réorienter après la demande vers le service social si c'est un peu spécifique. Voilà, un peu une réponse un peu plus spécifique. On travaille en collaboration avec les comités aussi. Donc là, Voilà, vous on avez affiche à l'écran la cartographie des comités. Alors ça, c'est oui. Les comités, voilà, toutes les implantations. Il y a des zones qui sont malheureusement pas encore couvertes par par une présence, mais voilà, vous pouvez prendre contact avec le comité en région. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres questions? Ouais. Comment faire que nos droits NDPH nous soient délivrés à vie quand on sait qu'il n'y aura pas d'évolution favorable de sa situation? Alors, il faut le préciser dans la demande adressée à la MDPH. Donc, pour avoir une notification qui vous octroie un droit sans limitation de durée, il faut le mettre dans votre dossier. Je demande l'AH ou la PCH sans limitation de durée, étant donné le caractère irréversible du handicap. Voilà, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, qui n'est pas si vieux. Ça fait quelques années que les droits sont accordés sans limitation de durée. Alors ensuite, c'est une personne qui a la CAMI invalidité, besoin d'accompagnement cécité. La NDPH du Finistère a rejeté la demande de PCH humaine.
Est-ce normal que la MDPH ne prenne pas en compte le champ de vision pour le forfait cécité? Ah, Très bonne question. Pour le forfait cécité, effectivement, le critère est l'acuité visuelle uniquement. Le champ visuel n'est pas pris en compte. Donc, une personne qui a notamment une rétinite pigmentaire qui va voir dans l'équivalent d'un trou de serrure ou d'une paille, va pas forcément être éligible au forfait cécité, alors que sa vision est quand même fortement réduite. C'est la loi aujourd'hui qui dit ça. Il y a un plaidoyer, enfin voilà, l'association œuvre pour que les choses soient un peu revues, mais on n'a pas ce pouvoir de changer la loi. Et certaines MDPH maintenant l'octroient avec un trouble de champ visuel. Ce n'est pas la généralité. Avec un trouble du champ visuel. Mais nous avons soulevé la semaine dernière encore ce problème du champ visuel qui ne donne pas accès au forfait cécité. Et là aussi, bonne nouvelle, ils sont à étudier cette situation. Mais c'est peut-être pas pour demain. Alors, dernière question, je pense. Existe-t-il des aides financières pour les étudiants de plus de 20 ans ou en recherche d'emploi ou salariés? Alors, des aides financières, c'est un petit peu vague. En recherche d'emploi ou salarié, ça dépend quel est l'objet de l'aide financière. J'ai envie de vous dire, selon la situation, si c'est pour financer, je peux pas trop vous dire. Soit il y a le PCH, soit il y a le Fonds central de solidarité. Avoir plus de 20 ans, ça permet d'accéder à la PCH. Donc voilà, si vous voulez préciser votre demande, je vous invite à nous contacter sur l'adresse du service social. Donc c'est social@avh.asso.fr. Et oui, il y aura un replay pour répondre à la question. Voilà, oui, il y aura un replay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Madame Nathalie Madame Delmas. Delmas lève la main. Est-ce que son micro peut être désactivé ou pas? Non. Madame Delmas, elle est là. Juste en dessous. Voilà. Madame Delmas, on peut vous entendre normalement. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis dans le département de l'Hérault. La PCH aide humaine, j'ai été en recours, j'étais en commission là, il y a quoi, il y a un mois, et on m'a répondu clairement que la PCH humaine ne donnait pas d'auxiliaire de vie, ne répondait pas pour l'aide au quotidien. Donc je voulais avoir un peu plus de précision. Bon, pour la situation oculaire, vous avez dit un à peu près de vision. Et c'est quoi qu'est-ce que vous entendez par difficulté absolue ou deux autres difficultés? Alors oui, j'ai le critère pour le forfait cécité, c'est avoir une vision inférieure à 1/20, donc l'acuité visuelle inférieure à 1/20, à l'œil qui voit le mieux. Ça, c'est le critère pour le forfait cécité. C'est comme ça que c'est moins d'un. Alors, moi, je vais insister parce que j'étais orthoptiste. C'est moins d'un 20e. Alors là, ça nous fâche beaucoup. En sachant qu'un 20e est plus petit qu'un 10e. C'est pas forcément logique de prime abord. Et ça, c'est la classification de l'OMS et du handicap. Moins d'un 20e, on se place dans la cécité, et un 20e, on est du côté des malvoyants. Ok, donc 0,5 sur 10, ça fait donne quoi? Ça fait... Quand on vous dit que votre acuité visuelle actuelle est à 0,5 sur 10? Eh ben, ça fait pas un 20e. Un 20e, c'est 0,0. J'ai plus en tête, je suis désolée, mais ça fait pas un 20e 0,5. Vous êtes au-dessus. Enfin, si c'est ça, c'est au-dessus. D'accord, ok. Et la difficulté grave ou absolue, ça veut dire que vous ne pouvez pas réaliser la tâche. Et une difficulté grave, c'est que vous devez la réaliser avec l'aide d'une tierce personne. Et il y a une liste de 20 tâches du quotidien qui sont ciblées. Et donc, si parmi ces 20 tâches, il y en a au moins une où vous présentez une difficulté absolue ou deux où vous présentez une difficulté grave, alors vous êtes éligible à la PCH dans son ensemble, à tous les volets de la PCH qu'on a nommés. Et après, le forfait cécité, donc, c'est une sous-catégorie de la PCH. C'est pas parce que vous avez une difficulté absolue ou deux difficultés graves que vous ouvrez droit au forfait cécité.
Voilà. Ah bah, merci, il y a quelqu'un qui nous a fait le calcul. Un 20e égale à 0,05. C'est ça. D'accord. Ok. C'est ça. C'est ça. Et c'était la Merci. dernière question. Merci. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les envoyer par mail à notre service social. Puis je vais laisser Alors, le dernier mot à Martine. il y a juste peut-être à répondre sur les critères de la malvoyance. Ouais. On est reconnu malvoyant quand on a une acuité visuelle de 3/10, Mhm. inférieure à 3/10 et qui va jusqu'à un 20e. Hein, c'est un critère. C'est pour ça la personne qui dit qu'elle a je vois pas bien, une rétine toxique avec photophobie. La photophobie va donner un taux d'invalidité très faible, hein, style 10-15%, il me semble. Donc, tout cela, ça va dépendre de l'acuité visuelle et du champ visuel. Donc, et vous serez reconnu en France malvoyante et partout ailleurs avec une acuité visuelle inférieure à 3/10. Donc, voilà le pourquoi. Le champ de vision, oui, compte aussi les lésions à partir de 20 degrés. Voilà. Ouais, on va conclure. Bien, ben écoutez, merci de nous avoir tenu compagnie ce soir. On vous a volé un petit peu de temps. On espère vous avoir un petit peu éclairci sur tous ces acronymes. Le parcours de la personne confrontée à la déficience visuelle, Julien nous l'a dit tout à l'heure, c'est le parcours du combattant. Quand on n'a pas repéré Valentin Aoui, parce que Valentin Aoui, c'est pas trop parlant. Donc, c'est pourquoi je me bats pour qu'on soit reconnu comme une association vision et handicap et qu'on nous identifie beaucoup plus facilement. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci à tous. À d'autres webinaires qui, j'espère, pourront vous intéresser dans les mois à venir. Le prochain, d'ailleurs, lundi prochain, de 10h à midi, en partenariat entre l'association et la SNCF pour les aides à la mobilité. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner aussi si vous n'avez pas eu le lien d'inscription et que vous êtes intéressé. Sur le site de l'AVH, vous pouvez trouver toutes les informations. Tout est annoncé. Merci à vous. Merci pour votre participation. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.